Bonjour, bienvenue dans cette présentation sur l'exploration de la mémoire préparée par professeur Benarat de la faculté de médecine de l'université d'Oran 1, exerçant à l'EHS psychiatrique de Sidi Chami d'Oran en Algérie. On va survoler les points suivants. En introduction, on définira la démence. Puis on citera les éléments de diagnostic clinique et les diagnostics différentiels en rapport avec ce type de trouble. On passera ensuite aux examens d'exploration neuropsychologique les plus utilisés dans le diagnostic des troubles mnésiques et comportementaux du sujet atteint de troubles neurodégénératifs. Enfin, brièvement, on notera quelques outils de prise en charge et moyens de prévention de cette pathologie. Au départ, je partage avec vous les travaux du peintre américain William Hutter Mullen, qui s'est fait le témoin de l'évolution de sa maladie d'Alzheimer en peignant jusqu'au bout des autoportraits qui reflètent l'évolution de sa maladie. L'intérêt de ma présentation est de mentionner les éléments clés du dépistage des troubles mnésiques. Aussi, les outils de prise en charge de ce type de troubles tout en ayant une coordination multidisciplinaire qui intègre le plus souvent les gériatres, les psychiatres et les neurologues. Pour définir le syndrome démentiel, il est important de retenir ses caractéristiques. Le syndrome démentiel est fait d'un affaiblissement ou une perte de plusieurs fonctions intellectuelles dites cognitives, des troubles de la mémoire qui sont indispensables, des troubles d'au moins une fonction cognitive et une fonction dite exécutive, une perte d'autonomie et des troubles comportementaux. Par définition, toute autre cause doivent avoir été éliminées. Sur le plan épidémiologique, le syndrome démentiel est dominé par la maladie d'Alzheimer, qui représente 65% des démences après l'âge de 75 ans. Le principal facteur de risque de la maladie est l'âge, dont un taux de 70% de femmes et 64% d'hommes atteints de démence âgés de plus de 80 ans. Selon la Société algérienne de neurologie et de neurophysiologie clinique, en 2010, on enregistre 100 000 sujets atteints de la maladie d'Alzheimer en Algérie. Comme c'est mentionné dans le graphe selon les données de l'OMS, le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde est estimé à 50 millions à l'an 2022 et atteindra un nombre de 152 millions à l'an 2050. Le diagnostic positif du syndrome démentiel est basé sur des signes cliniques et confirmé par des éléments histologiques. Le syndrome démentiel est dû à des lésions structurelles du cerveau, nommées pertes neuronales à caractère progressif et irréversible. Nous retenons l'acronyme LAMOUR pour le diagnostic du syndrome démentiel. Il est fait de L, comme langage. Les troubles de langage sont à 70% révélateurs et constants dans la maladie. A comme aphasie, apraxie et agnosie. M comme mémoire. On note une amnésie antérograde, puis rétrograde, puis au final elle devient globale. O comme orientation. Ici, on note une désorientation temporelle et spatiale. U dans l'humeur. Les troubles de l'humeur sont faits principalement de signes de dépression, mais pas uniquement car on peut noter des signes d'exaltation maniaque. R comme raisonnement. On note des troubles de raisonnement et de jugement par le délire et la confusion chez le sujet atteint de démence. Les 3 A du syndrome démentiel sont l'aphasie, qui est un trouble de langage indépendant d'une lésion de l'appareil vocal, qui est souvent identifié lors de l'entretien. L'apraxie. Par définition, il s'agit d'un trouble de l'activité gestuelle en rapport avec un mouvement orienté vers un but. Par exemple, on demande au patient d'ouvrir une bouteille, de prendre le stylo et d'écrire son nom. L'agnosie est d'incapacité à identifier certains objets sans atteinte de l'appareil sensoriel. Par exemple, on dit au patient de nommer l'objet montré. Les phases évolutives de la maladie sont souvent faites de 3 phases qui peuvent se chevaucher. Nous citons la phase 1, elle est progressive, faite principalement de troubles mnésiques et de changements de comportement et de caractère. En effet, le patient devient irritable, coléreux ou au contraire, il devient isolé et dans le retrait. On note dans cette phase l'apparition de l'aphasie, et parfois même un délire de persécution, un délire de référence ou autre type. Les signes de dépression s'installent progressivement ou au contraire l'apparition de signes de manie. Parfois, on note des signes de confusion mentale. La phase 2 est marquée par l'installation de signes de troubles de l'attention et de concentration, aussi une désorientation temporelle et spatiale.
Les troubles mnésiques s'aggravent progressivement. Les 3A s'installent. On note aussi la présence de persévération idéique, d'écholalie et de palilalie, qui est la répétition involontaire d'un mot, d'une phrase, plusieurs fois de suite avec souvent une accélération du débit verbal et tendance au chuchotement. L'ensemble des signes cités dans la phase 1 s'aggrave avec le rajout des troubles instinctuels et la dégradation de l'état général. La phase 3 est caractérisée par la perte totale de l'autonomie, le patient devient grabataire. Dans cette phase, le risque du décès est omniprésent par la dégradation grave de l'état général et les complications somatiques rencontrées. Dans ce tableau, on récapitule l'évolution des signes cliniques des 3 phases de l'évolution de la maladie, dont la phase précoce, intermédiaire et avancée. Le patient atteint de démence peut être en état de profonde confusion mentale, et parfois il y a apparition d'activités délirantes au cours de l'évolution de la maladie. Ces réactions comportementales sont multiples, allant de l'indifférence à l'agressivité. Il existe 2 grandes classes de troubles démentiels. Les démences dégénératives et non dégénératives. Les démences dégénératives sont caractérisées par une détérioration progressive et irréversible des neurones. Les atteintes sont suffisamment importantes pour entraîner une perte d'autonomie chez le malade. Les troubles non dégénératifs sont faits principalement de maladies neurologiques qui se caractérisent par une détérioration des capacités intellectuelles et ne sont pas dues à une dégénérescence des neurones. Les causes sont multiples, comme par exemple les causes tumorales, toxiques, séquelaires, métaboliques et nutritionnelles. Ici, nous citons quelques exemples des démences dégénératives et non dégénératives. Le diagnostic des démences est clinique. Nous pouvons compléter ce diagnostic par des examens radiologiques comme l'IRM et la TDM cérébrale. Cependant, une imagerie normale n'élimine pas le diagnostic. Voici quelques images des différents types de démence. Ici, on a d'autres images de quelques types de démence en précisant les zones d'atteinte, temporale et cortico-sous-corticale par exemple. Pour récapituler, les démences sont une infection cérébrale dégénérative ou non. Elles sont irréversibles et multifactorielles. Le diagnostic par imagerie cérébrale révèle quelques signes indirects. Seule l'autopsie post-mortem peut révéler le diagnostic positif par une étude histologique. La prise en charge neuropsychiatrique, symptomatique et surtout d'accompagnement. Les diagnostics différentiels retenus pour les démences sont la débilité intellectuelle, l'atteinte d'une seule fonction intellectuelle, la confusion mentale, les états dépressifs sévères du sujet âgé. Passons maintenant aux examens d'exploration neuropsychologique. Au début, il est important de faire un entretien clinique minutieux, fait d'une anamnèse complète et détaillée pour collecter le maximum d'informations sur les antécédents personnels et familiaux, le traitement en cours et l'évaluation de la plainte mnésique qui émane du patient ou de son entourage. Grâce à ce type d'entretien clinique, on peut orienter les examens neuropsychologiques. Pour adapter les examens d'exploration neuropsychologique, il est nécessaire d'évaluer les déficits sensoriels éventuels, d'évaluer le niveau socio-culturel du patient qui détermine l'interprétation des tests. En effet, il est important de prendre en considération la présence de l'illettrisme ou pas et la langue maternelle du patient. Il est nécessaire aussi d'explorer la fluence verbale, le langage, les praxies et les gnosies. Il existe 3 grands types de mémoire. Mémoire sensorielle, qui implique les organes sensoriels visuels, tactiles et auditifs. Elle dure moins de quelques secondes. Son rôle est la fonction d'empreinte pour l'enregistrement de l'information. La mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme, dure de quelques secondes à quelques minutes, dont le rôle est le maintien de l'information pour exécuter une fonction mentale. En dernier, on a la mémoire à long terme, qui est illimitée dans la durée et se distingue en la mémoire implicite, qui est le savoir-faire automatique, concrétisée dans l'amorçage, le conditionnement comportemental et l'habileté et les habitudes motrices. Aussi la mémoire à long terme de type explicite, qui est l'accès à l'information de façon consciente et active. Dans ce type de mémoire, on note la mémoire épisodique qui concerne le contexte temporel et spatial, comme remémorer le jour de la naissance d'une personne connue, la mémoire sémantique d'effets généraux et culturels, comme l'effet de l'indépendance d'un pays. On note aussi la mémoire autobiographique qui regroupe la mémoire épisodique et sémantique du vécu de la personne.
Les syndromes mnésiques rencontrés le plus souvent lors de l'exploration neuropsychologique de la mémoire sont l'amnésie rétrograde, antérograde et l'amnésie lacunaire. Voici quelques examens neuropsychologiques le plus couramment utilisés lors de l'exploration de la mémoire. Pour l'échelle de Mackner, un total supérieur à 15 sur 45 est considéré comme anormal. Le test de Dubois, appelé aussi le test des 5 mots. Il consiste à présenter au patient une liste de 5 mots qui lui permet de faire un apprentissage avec indissage de la catégorie. Puis, le thérapeute contrôle l'encodage des mots, et ce, par un rappel immédiat, libre ou indicé. Ensuite, le thérapeute interfère le test de Dubois par un autre test pour détourner l'attention. En dernier, on analyse la mémorisation par un rappel différé. Pour récapituler, voici les étapes. Montrer la liste et la faire lire. 2. Interroger avec indice. 3. Interroger sur les noms. 4. Interroger avec indice les noms non rappelés. 5. Score d'apprentissage. Si on a 5 sur 5 des réponses, on passe à l'étape finale. Si moins de 5, indiquez le nom non rappelé avec indice. 6. Faire d'autres tests pour détourner l'attention pendant 3 à 5 minutes. 7. Interroger le patient pour les noms non rappelés, faire des indices. 8. Faire le score de mémoire. Voici quelques exemples de mots. On peut adapter le test à notre population examinée, quel que soit son niveau d'instruction, par la reconnaissance de l'image ou du texte. Un autre exemple. Pour l'échelle de Katz, un total inférieur à 6 est anormal. Échelle d'activité instrumentale de la vie quotidienne. Un score récapitulatif va de 0, fonction basse dépendante, à 8, fonction élevée indépendante chez la femme, et de 0 à 5 chez l'homme. Le score identifie les domaines de besoins en matière de soins et de soutien. La grille Agir présente les mêmes objectifs de l'échelle des activités instrumentales de la vie quotidienne, avec l'analyse de l'ampleur pour évaluer l'évolution des troubles. Le test de l'horloge est un test utile pour le dépistage des atteintes visio-spatiales. Il reste utile aussi pour l'analyse des fonctions exécutives. Dans le test de l'horloge, on demande au patient de dessiner une horloge en mentionnant l'heure, 4h20 ou 11h10. À la fin, on analyse le contour de l'horloge, la présence et la succession des chiffres, et la présence et le positionnement des aiguilles. Le score est à 10. Entre 8 et 10, c'est un déclin cognitif peu probable. Inférieur ou égal à 7, possibilité de déclin cognitif, une évaluation supplémentaire est nécessaire. Voici quelques exemples de résultats de tests de l'horloge. Ici, il y a quelques exemples de résultats de tests de l'horloge en fonction du trouble. Dans le test de Stroop, le but est la détection de déficiences cognitives légères pour évaluation des fonctions exécutives, en particulier le raisonnement, l'attention et la concentration, et la mémoire à court terme. Être capable de nommer la couleur des mots sans se laisser influencer par leur signification. S'il met trop de temps à répondre ou qu'il fait un certain nombre d'erreurs, le score de ce test pourra indiquer qu'il souffre d'une forme de démence. Le test d'Isaac est un test d'évocation lexicale, fluence verbale. L'épreuve est terminée lorsque le sujet a nommé 10 mots ou pense ne plus pouvoir en nommer. Cotation, score max est de 10, score max total est de 40. Score au moins égal à 37 est normal. Score de 37, il faut surveiller. Score de 34, il faut faire un bilan complémentaire. Score à partir de 30 est pathologique. Mini Mental State Examination, Audi, test de Folstein. Il contient l'exploration de l'orientation temporelle et spatiale, l'apprentissage, l'attention et le calcul, le langage, et enfin la praxis constructive. Les résultats du test de Folstein nous renseignent sur les différentes phases évolutives de la démence qui sont pondérées en fonction du niveau socioculturel du patient. Dans le stade léger, on a un résultat de 24 à 30, le stade modéré de 19 à 23, le stade sévère de 5 à 18 et le stade très sévère, moins de 5. Dans le test de MoCA, le score de normalité si supérieur ou égal à 26 sur 30, on explore l'orientation visio-spatiale, la dénomination, la mémoire, l'attention, le langage, l'abstraction et l'orientation.
Dans l'inventaire neuropsychiatrique réduit, on cherche la présence de signes neuropsychiatriques de type délire, hallucination, troubles du comportement, troubles de l'humeur et troubles instinctuels. Après exploration de leur présence, on évalue leur degré de gravité et de retentissement dans la vie quotidienne. Échelle Nosger est fait de 6 rubriques parcourues par 5 questions. Le but est d'évaluer et suivre l'évolution des troubles chez le patient par l'observation quotidienne, du comportement social, de la mémoire, des activités instrumentales, des activités de la vie quotidienne, de l'humeur, des troubles du comportement. Cet outil est particulièrement utile pour suivre l'efficacité d'une thérapeutique sur les symptômes comportementaux et psychiatriques d'une démence. On passe maintenant à la prise en charge et les éléments de prévention de la démence. La prise en charge des patients atteints de démence consiste à sensibiliser le malade et sa famille pour éviter l'évolution défavorable, continuer à utiliser les mêmes tests pour l'évaluation de l'évolution du trouble, orienter chez le médecin pour la prise en charge médicamenteuse en fonction des phases évolutives de la maladie. Il est préférable de, dans la phase 1 et 2, assurer une hygiène environnementale et une prévention des facteurs aggravants. Dans la phase 1, 2 et 3, on peut prescrire les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase afin d'augmenter la transmission neuronale comme par exemple la donépézile. Aussi, on peut utiliser les neuroleptiques pour une visée de prise en charge symptomatique. Dans la phase 3, il est important d'assurer une surveillance stricte du patient afin d'éviter les accidents domestiques ou autres. Il est nécessaire aussi d'ajuster la prise en charge médicamenteuse qui se trouve qu'elle devient moins efficace dans cette dernière phase de l'évolution de la maladie. Il existe d'autres méthodes complémentaires à intégrer dans la prise en charge des démences. Nous citons le mindfulness, la remédiation cognitive, les thérapies d'accompagnement, aussi l'ECT dans les formes graves et résistantes au traitement. Actuellement, on parle de l'intérêt de l'RTMS dans le ralentissement de l'évolution de la maladie. Enfin, il est important de ne pas omettre la prise en charge de l'entourage, dont l'aidant naturel du patient, car il reste un élément nécessaire dans le soin et la prévention de la dégradation des symptômes de la maladie. Il ne faut pas négliger l'intérêt de la sécurité et la protection sociale des biens du patient. Prévention des troubles somatiques qui peuvent aggraver ou être à l'origine de la maladie. Mettre en place des activités de groupe afin d'éviter l'isolement et favoriser les interactions. Mettre en place une coordination des équipes pour détecter les problèmes de la personne et recueillir les informations pour assurer une bonne prise en charge. Je termine par cet organigramme de cheminement de la prise en charge des troubles neurodégénératifs dans les consultations neuropsychiatriques dites consultations mémoire. Cet organigramme renseigne sur la prise en charge pluridisciplinaire intégrant neuropsychologue, psychiatre et neurologue. Pour compléter cette présentation, je vous présente quelques références bibliographiques. Je vous remercie pour votre attention.